Zappa. Elle est Sparta. Le requin l'a attrapée. Le cri déchira la baie de Pique. Shirley Durden faisait de la plongée avec tuba dans une eau. À hauteur de taille, son mari se tenait impuissant sur la plage, regardant un grand requin blanc de 6 mètres surgir de la mer dans un flou violent de muscles et de dents. Une seule attaque. Elle fut mordue en 2. Avant que quiconque ne puisse réagir, le requin revint, dévorant le reste de son corps, là, devant sa famille. Il n'y eut aucun sauvetage, aucun reste, juste du sang et du silence. Voici l'histoire de l'une des attaques de requins les plus horribles jamais témoignées, et de la famille laissée derrière. Cela devait être un dimanche parfait. La famille Durdin s'était rendue à Peak Bay, un coin tranquille et isolé de la côte sud de l'Australie méridionale. Le genre d'endroit où les seuls bruits sont le vent dans les dunes, les mouettes au-dessus et le doux murmure de l'océan caressant le rivage. Ils n'étaient pas des touristes. Ils habitaient à proximité, dans la ville portuaire de Whyalla. Ce n'était pas une escapade exotique. C'était un lieu familier, une routine de week-end. Un endroit où les enfants pouvaient courir pieds nus et où Shirley pouvait ramasser des coquilles Saint-Jacques dans les eaux peu profondes, comme elle l'avait fait maintes fois auparavant. Son mari Barry regardait depuis la plage. Leurs 4 enfants jouaient non loin. Il faisait chaud, paisible, rien d'exceptionnel, jusqu'à ce que l'océan devienne rouge. C'est ce qui hante le plus les gens, à quel point la journée avait été ordinaire. Il n'y avait aucun avertissement, pas de nageoire dorsale fendilante la surface, aucune chance de crier, nager ou hurler. Cela s'est produit en silence, et en quelques secondes, Shirley faisait de la plongée avec tuba dans seulement 2 mètres environ d'eau claire, à quelques mètres du rivage. Le haut de son corps avait émergé à la surface. Elle allait peut-être enlever son masque et faire signe à sa famille. Nous ne le saurons jamais. Ce qui a suivi fut l'une des attaques de requins les plus brutales et complètes jamais observées. Un instant, elle était là. Le suivant, elle avait disparu. Ce n'est pas l'histoire d'un plongeur en haute mer s'étant aventuré trop loin, ni celle d'un amateur de sensations fortes testant ses limites. C'est l'histoire d'une mère de 33 ans, en sang, faisant quelque chose de calme, simple et familier, qui est morte devant les personnes qui l'aimaient le plus. Ces enfants n'ont pas seulement perdu leur mère, ils l'ont vue disparaître dans un jet de sang, englouti par un prédateur qui est apparu sans avertissement et parti sans laisser de traces. Ce qui rend cette histoire si dévastatrice n'est pas seulement la violence, c'est le contexte, la sécurité qui était censée exister, la confiance en la nature, la croyance qu'au bord du rivage, en famille, rien de si terrible ne pouvait arriver. Et pourtant, en mars 1985, quelque chose s'est produit. Une créature plus vieille que l'histoire, plus forte que l'acier, parfaitement adaptée pour tuer d'un seul coup, est sortie des profondeurs et à tout prix. Ce qui s'est passé à Peak Bay a stupéfié l'Australie. Mais au-delà des gros titres et de l'horreur se cache une histoire plus profonde, de deuil, de survie et de la puissance brute et imprévisible de la nature. Et en regardant de plus près ce jour-là, on commence à voir comment un moment de calme est devenu l'une des attaques animales vraies, les plus terrifiantes jamais enregistrées. Shirley Ann Durden n'était pas célèbre. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle n'était pas une chercheuse de sensations fortes, ni quelqu'un qui repoussait les limites du risque. Elle était une mère, une épouse, une voisine, une amie. Née et élevée en Australie méridionale, Shirley menait une vie façonnée par la famille, le travail et la routine. Elle avait 33 ans. Elle et son mari Barry avaient ses 4 enfants ensemble. Jason, Tanya, Carla et la petite Sonia, la plus jeune, âgée de seulement 5 ans.
Les Durden n'étaient ni riches, ni aventuriers. Ils étaient des gens ordinaires, comme tant d'autres, essayant de trouver des moments de joie tranquille dans le chaos de la vie quotidienne. Au moment de l'attaque, ils vivaient à Whyalla, une ville industrielle sur le golfe Spencer, connue pour sa construction navale et ses aciéries. Barry avait récemment quitté un emploi dans une ferme rurale à cause d'une sévère allergie aux squames animales. Ils avaient déménagé plus près de la côte, où l'air marin était pur, et l'océan offrait un certain soulagement de la poussière intérieure. C'était censé être un nouveau départ. Le week-end, Shirley aimait emmener la famille à Peak Bay. Elle appréciait d'être près de l'eau mais n'était pas une nageuse experte. Elle ne plongeait pas profondément ni ne s'aventurait loin. Son snorkeling se limitait aux eaux peu profondes, plus comme marcher dans l'eau avec un masque que de la vraie plongée libre. Mais elle était confiante dans ses conditions familières. Elle connaissait la routine. Elle savait d'où chercher les coquilles Saint-Jacques. Elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Sa vie tournait autour des autres. Ses amis la décrivaient comme douce, à la voix calme, dévouée et à sa famille. Elle faisait du bénévolat à l'école de ses enfants et cuisinait souvent pour des collectes de fonds locales. C'était le genre de personne en qui on avait confiance sans hésiter. Et cette confiance s'étendait à la mer. Pour Shirley, l'eau n'était jamais un lieu de danger. C'était un lieu de paix. C'était là qu'elle pouvait respirer, flotter et trouver un petit moment de calme pour elle, pendant que les enfants jouaient à proximité. Ce dimanche de mars, elle s'est glissée dans les eaux peu profondes comme elle l'avait toujours fait, juste au-dessus des genoux, puis à la taille, masque en place, palme stable, rien d'inhabituel. Elle n'avait aucune raison d'avoir peur. C'est ce qui rend ce qui s'est passé si bouleversant. Il n'y avait aucun signe, aucun avertissement, aucune peur dans sa voix, juste la routine, juste le calme, jusqu'au moment même où la mer l'a trahi. Shirley Durden ne faisait rien de mal. Elle n'a pas enfreint les règles ni pris de risques insensés. Elle était simplement elle-même, aimant sa famille, faisant confiance à son environnement et profitant d'un après-midi tranquille dans l'eau. Et en l'espace de quelques secondes, tout lui a été volé. La baie de Peak ne semble pas dangereuse. La plupart du temps, elle est sereine, peu profonde, calme. Une anse en forme de fer à cheval juste au sud de Port Lincoln, sur la péninsule d'Eyre, dans l'Australie méridionale. Le haut est généralement clair. Le sable est doux et pâle. Une brise légère vient de l'océan austral, portant le parfum du sel, de l'eucalyptus et de la terre chaude. Sur les cartes, elle est à peine visible. Pour les locaux, c'est un endroit caché, utilisé davantage par les pêcheurs et les familles que par les touristes. Isolée, mais pas sauvage. Paisible, mais pas déserte. C'est ce qui la rend trompeuse, car sous cette surface calme se cache quelque chose de plus ancien et de plus sombre. À seulement quelques centaines de mètres au large, l'eau peu profonde plonge soudainement en profondeur. Une corniche submergée mène directement à l'une des plus profondes cassures du plateau continental de la région. Des courants froids et riches en nutriments venant de l'Antarctique entrent en collision avec les eaux côtières tempérées, créant un terrain de chasse idéal pour la vie marine. Et là où les proies se rassemblent, les prédateurs suivent. La baie de Peak n'est qu'une partie d'un littoral beaucoup plus vaste, défini par une richesse biologique et un risque biologique. La région autour de Port Lincoln est depuis longtemps connue comme un point chaud pour les grands requins blancs. Non pas parce qu'elle est maudite, mais parce que l'écosystème y est parfait. La zone abrite d'immenses populations d'otaries à fourrure australienne, de lions de mer et de bancs de poissons. Les bateaux de pêche déversent régulièrement des déchets dans l'eau.
Dans les années 1980, il n'y avait aucune réglementation concernant le rejet des restes de poissons près du rivage. L'odeur du sang et des entrailles flottait souvent sur des kilomètres. Pour un requin, ce n'étaient pas des signaux isolés. C'était une invitation. Au moment de l'attaque de Shirley Durden, plusieurs plongeurs commerciaux en abalone avaient déjà signalé la présence de grands requins dans la région. Certains décrivaient même d'énormes silhouettes suivant leurs bateaux ces dernières semaines. Mais ces observations n'étaient pas toujours prises au sérieux. Après tout, c'était l'Australie méridionale. Les requins faisaient partie de la réalité, mais rarement du cauchemar. Port Lincoln elle-même, à 2 heures de route de la baie de Peak, est souvent appelée la capitale mondiale des requins. Les tours de plongée en cage avaient commencé à fonctionner seulement quelques années auparavant. Les mêmes eaux où Shirley est morte sont aujourd'hui commercialisées pour leurs rencontres rapprochées pleines d'adrénaline avec les grands sauts blancs. Mais en 1935, l'équilibre entre l'activité humaine et le comportement des prédateurs n'était pas encore pleinement compris. Il n'y avait aucun panneau d'avertissement, aucun poste de surveillance, aucune patrouille active, juste une belle étendue de plage isolée, et la croyance que si l'on restait près du rivage, on était en sécurité. Cette croyance mourait au moment où Shirley mourut. Ce qui s'est passé dans la baie de Peak n'était pas seulement tragique, c'était un rappel que dans les endroits où l'océan touche la terre, 2 mondes se rencontrent, et dans ce lieu de rencontre, même les eaux les plus peu profondes peuvent cacher le danger le plus profond. Le grand requin blanc n'est pas un monstre. Il ne tue pas pour le plaisir. Il ne cherche pas la vengeance. Il ne nous déteste même pas. Mais c'est, sans aucun doute, l'un des prédateurs les plus efficaces que la nature s'ait jamais produit. Et le requin qui a tué Shirley Durden était peut-être l'un des plus grands jamais vus dans les eaux d'Australie méridionale. Les témoins ont estimé sa longueur à plus de 6 mètres. Cela fait près de 20 pieds, du museau à la queue, plus long qu'un pick-up et pesant facilement plus de 2 tonnes. Un pêcheur a rapporté plus tard qu'un filet d'anti-requin, renforcé placé près du lieu de l'attaque, avait été déchiré net, laissant un trou de plus de 6 pieds de large. Ce n'était pas une rencontre fortuite avec un juvénile. C'était un prédateur au sommet de sa forme. Les grands blancs, Carcharodon carcharias, ont évolué pendant des millions d'années pour dominer le sommet de la chaîne alimentaire marine. Ils se trouvent dans les eaux côtières de surface de tous les grands océans, mais l'Australie méridionale est un terrain de chasse particulièrement riche. Les courants apportent des eaux riches en nutriments regorgeant de proies. Phoques, dauphins, requets, même de gros thons. Ce sont des repas habituels pour un grand blanc. Mais ce qui rend le grand blanc vraiment terrifiant n'est pas seulement sa puissance, c'est sa précision. Ils peuvent détecter une seule goutte de sang dans 95 litres d'eau. Ils peuvent percevoir les impulsions électriques des mouvements musculaires, même dans l'obscurité totale. Ils approchent leur proie par en dessous avec un silence calculé, souvent invisible jusqu'au moment de l'impact. Leurs mâchoires, capables d'exercer près de 2 tonnes de force de morsure, sont garnies de jusqu'à 300 dents dentelées, disposées en plusieurs rangées. Quand un grand blanc attaque, il ne grignote pas. Il tranche. Dans le cas de Shirley Durden, la morsure initiale a été catastrophique. Les témoins ont dit qu'elle a été coupée en 2, tranchée au niveau du milieu du corps en un seul coup. Sa moitié inférieure a coulé. Sa moitié supérieure est restée brièvement à la surface, avant que le requin ne fasse demi-tour et ne l'emporte aussi. Les experts marins ont ensuite supposé que le requin avait peut-être pris sa silhouette pour un phoque ou un gros poisson. D'autres pensent qu'il suivait simplement des traces olfactives provenant d'une activité de nettoyage de poissons à proximité et a réagi au mouvement sur son chemin.
Mais ce n'était pas une question de curiosité ou une morsure d'essai. C'était de la prédation. L'attaque a duré moins de 5 minutes. Il n'y a pas eu de récupération. Aucun reste à étudier, juste une nageoire. Et un silence stupéfait qui s'est abattu sur tous les gens sur la plage. Comprendre le comportement du requin ne rend pas la perte moins horrible. Mais cela offre une perspective. Ce n'était pas du mal. Ce n'était pas personnel. C'était l'océan qui fonctionnait selon ses propres règles. Et Shirley Durden, sans aucune faute de sa part, s'est retrouvée sur le chemin de l'une des créatures les plus redoutables de la nature. Dimanche 3 mars 1985, 12h25. La marée était calme. L'eau arrivait à la taille et était lisse comme du verre. Shirley Durden entra dans les eaux peu profondes de Wiseman's Beach, dans la baie de Pic, son masque de plongée bien fixé, un sac en filet à la main, cherchant des coquilles Saint-Jacques sur le fond marin. Son mari, Barry, et leurs enfants restaient sur la plage. Non loin, leur ami Keith Coventry pagaillait doucement, scrutant l'eau. Personne ne se sentait inquiet. Personne ne se sentait observé. 12h27. Sous la surface, la visibilité était bonne. Shirley plongea, refit surface, replongea, routine et sans hâte. Elle se trouvait à environ 50 mètres du rivage, assez proche pour entendre les voix depuis la plage, assez proche pour que, si elle appelait, ses enfants puissent l'entendre. Puis, tout changea. 12h30, sans prévenir, l'eau explosa. Selon Keith, cela s'est passé si vite qu'il a à peine compris ce qu'il voyait. Une masse énorme et sombre jaillit des profondeurs. Plus tard, il la décrira comme un torpille, un flou noir se déplaçant à une vitesse terrifiante. Le requin frappa Shirley par en dessous, la gueule grande ouverte, serrant son torse d'un coup dévastateur. Les témoins sur la rive, Barry, les enfants, Kevin Wiseman, entendirent un craquement à travers l'osseau, puis virent un jet d'écume blanche et de mousse rouge. Shirley ne cria pas. Elle n'en eut pas le temps. Le requin lui trancha le corps en deux à la taille instantanément. Ses jambes tombèrent mollement sous la surface. Keith nagea vers la scène en criant, mais s'arrêta net. La nageoire dorsale tournait encore en cercle. Le haut du corps de Shirley flottait brièvement, visage vers le ciel, bras relâchés. Mais le requin n'avait pas fini. 12h32, il revint. Avant que Keith ou quiconque ne puisse l'atteindre, le requin bondit de nouveau et dévora la moitié restante de son corps, sous les yeux de tous. Un pêcheur local, Kevin Hirschhausen, naviguait non loin, à environ 150 mètres. Il assista au second assaut depuis son bateau. Le requin plongea sous son embarcation, puis remonta à la surface pour achever ce qu'il avait commencé. En moins de 5 minutes, il ne restait plus rien. Pas de corps, pas de reste. Seulement du sang, une nageoire déchirée, et un rivage silencieux et abasourdi. Keith tira Barry hors de l'eau. Barry cria son nom. Ses enfants pleurèrent et s'effondrèrent dans le sable. Le cauchemar était terminé, mais les dégâts étaient faits. L'attaque entière, du premier contact à la disparition finale, dura moins de 5 minutes. Mais elle laissa derrière elle un traumatisme à vie. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucune défense et aucun moyen pour quiconque, aussi courageux soit-il, d'arrêter ce qui avait déjà commencé. Ce n'était pas juste une attaque, c'était un effacement, une vie humaine, dévorée entièrement, en plein jour, sous les yeux des gens qu'elle aimait. La plage tomba dans le silence. Quelques instants après l'attaque, Shirley Durden avait disparu, complètement. Il n'y avait pas de corps à récupérer, aucune chance de sauvetage, juste une nappe d'eau rouge s'étalant dans les bas-fonds et les sanglots d'une famille brisée
en temps réel. Barry Durden resta figé. Des amis durent bien sûr le retenir alors qu'il criait son nom et tentait de courir vers les vagues. Un témoin décrivit sa voix comme inhumaine, plus comme quelque chose de primal, brut, tiré des entrailles. Ses 4 enfants se blottissaient ensemble sur le sable, sanglotant sans contrôle. Ils avaient tout vu. La nouvelle se répandit rapidement. Un pêcheur radioa pour demander de l'aide d'urgence. D'autres à proximité mirent de leurs bateaux à moteur en direction du lieu, espérant, d'une manière ou d'une autre, trouver quelque chose, n'importe quoi, rester. Ils ne trouvèrent rien. La police locale, les services d'urgence de l'État et les plongeurs de secours arrivèrent d'ofter dans l'heure. Un hélicoptère tournait au-dessus. Des équipes de recherche ratissaient l'eau, la plage, les bords rocheux et de la baie. Mais le grand requin blanc avait tout emporté. La seule trace physique jamais retrouvée fut une palme en caoutchouc, plus tard confirmée comme étant celle de Shirley. Des experts en requins de Port Lincoln furent consultés. Un plongeur rapporta avoir vu une déchirure massive dans un filet anti-requin placé dans la zone pendant la nuit, plus de 6 pieds de large, censé provenir du même prédateur. Au coucher du soleil, la réalité s'était imposée. Shirley Durden avait été complètement dévorée. Ce n'était pas typique. Les attaques mortelles de requins sont rares, mais la consommation totale, encore plus rare. La plupart des attaques de grands blancs sont des coups uniques, souvent exploratoires ou par erreur d'identité. Mais ceci était différent. C'était une prédation du début à la fin. L'horreur de cette distinction ne passa pas inaperçue aux yeux des autorités ni de la presse. Les médias à travers l'Australie se précipitèrent pour couvrir l'histoire. Les titres étaient sans appel. Femme dévorée vivante, horreur d'une attaque de requin devant la famille. Aucun reste retrouvé. Certains articles débattaient pour savoir si c'était la pire attaque de requin de l'histoire moderne du pays. Les habitants étaient stupéfaits. Une plage que beaucoup considéraient comme sûre, pratiquement banale, avait été transformée en scène de crime. Les résidents se rassemblaient en groupes silencieux devant les magasins et les stations-service, posant sans cesse la même question. Comment cela a-t-il pu arriver ici? Mais même au milieu de la panique, il n'y avait pas de coupable facile à blâmer. Le requin n'avait enfreint aucune règle. Il n'y avait pas eu de panneau d'avertissement car rien de tel ne s'était produit depuis des décennies. Pourtant, le poids de la tragédie exigeait une réaction. Les opérations de recherche se poursuivirent jusqu'au lendemain matin. Les patrouilles furent renforcées. Les plages de la région furent temporairement fermées. Et en coulisses, une autre conversation commença à s'amplifier. Un appel à la vengeance. Certains habitants voulaient que le requin soit chassé. Mais comme nous le verrons ensuite, l'océan ne livre pas facilement ses secrets. Et chasser un fantôme en pleine mer comporte ses propres dangers. Le matin après l'attaque, la baie de Pic ne ressemblait plus à une plage. Elle ressemblait à une blessure. La nouvelle de la mort de Shirley Durden s'était répandue à travers l'Australie méridionale pendant la nuit. Dès lundi matin, les gros titres étaient partout. Une femme dévorée vivante devant son mari et ses enfants, entièrement consommée, rien à enterrer. Et le public voulait des réponses, ou de la justice, ou les deux. À Port Lincoln et Whyalla, le deuil était palpable. Les gens pleuraient sur la famille Durden. Des inconnus envoyaient des lettres, de la nourriture et des prières. Mais sous la sympathie, quelque chose de plus sombre commençait à grandir. La peur et la rage. Les habitants étaient en colère. Comment un requin de cette taille pouvait-il être si près du rivage?
Pourquoi les autorités n'avaient-elles pas publié d'avertissement? Qui déversait des déchets de poissons dans les eaux voisines? Les pêcheurs commerciaux et de loisirs savaient que les entrailles, les viscères des poissons nettoyés en mer, étaient depuis longtemps jetées par-dessus bord sans réglementation. Cela attirait les requins. Tout le monde le savait, mais c'était devenu une habitude dangereuse. Presque du jour au lendemain, les appels à chasser le requin se firent plus forts. Les pêcheurs se rassemblaient dans les chantiers navals et sur les quais, équipant des lignes avec de gros hameçons, des traces en acier et des barils d'huile de baleine. L'appât était traîné dans l'eau. Les moteurs rugissaient en pleine mer. Certains portaient pas des fusils. D'autres portaient seulement leur colère. Ils ne savaient pas s'ils attraperaient le bon requin. Mais ils voulaient du sang. L'un des chasseurs de requins les plus connus du pays, Vic Islop, aurait rejoint l'effort. Au cours des jours suivants, plusieurs grands requins furent capturés. Certains mesurant plus de 3,5 mètres. Mais aucun ne correspondait à la taille, estimée de celui vu à la baie de Pic. Aucun ne montrait de signe d'avoir consommé un humain. Et pourtant, l'océan restait silencieux. Le filet anti-requin placé au large, la nuit de l'attaque, avait été déchiré, ouvert d'une manière que seule une chose massive pouvait avoir causé. Un trou de 6 mètres de large, selon les enquêteurs. Cela donna un indice aux chasseurs. Le requin qu'ils cherchaient n'était pas seulement grand, il était énorme. Mais la mer n'offre aucune garantie. La chasse s'est éteinte discrètement après une semaine. L'océan n'a rien rendu. Le requin, s'il était encore là, n'a jamais été retrouvé. Certains ont remis en question l'utilité même de la chasse. Les experts ont rappelé au public que les grands blancs sont protégés dans les eaux australiennes. Que tuer un requin n'empêchera pas de futures attaques. Que ce n'était pas un meurtre, c'était la nature. Mais pour une communauté ébranlée par l'une des morts les plus brutales de mémoire vivante, ces réponses semblaient froides. Pour eux, Shirley n'était pas une statistique. Elle était une mère, une amie, un être humain disparu dans une eau rouge alors qu'il regardait. Et le deuil, quand il s'envenime, cherche souvent quelque chose contre quoi se retourner, même si cela nage hors de portée. L'eau s'est calmée, mais rien d'autre ne l'a été. Pour la famille Durden, la vie n'a pas simplement continué, elle s'est brisée. Il n'y avait pas de corps à enterrer, pas d'adieu à prononcer, pas de clôture à laquelle se raccrocher. Shirley avait été entièrement engloutie, effacée du monde physique. Et pourtant, son absence est devenue une présence qui planait dans chaque pièce, chaque jour, chaque souffle. Barry Durden, le mari de Shirley, devait revivre sa mort à chaque fois qu'il fermait les yeux. Il avait vu sa femme mourir, n'avait rien entendu, ne pouvait rien faire. Il a ensuite raconté à ses amis que c'était le silence, la rapidité, qui le hantait le plus. Il n'y avait pas eu d'éclaboussure, pas eu le temps de crier, juste un moment de paix, suivi d'une dévastation totale. Pire encore, 4 enfants avaient vu leur mère disparaître. Jason avait 11 ans seul, Tanya, 10, Carla, 7, Sonia, seulement 5. Que dit-on aux enfants après qu'ils aient été témoins d'une telle chose? Comment explique-t-on que leur mère est partie et que rien ne sera jamais retrouvé? Des conseillers en deuil ont été appelés. Des travailleurs sociaux ont aidé à organiser une prise en charge temporaire. La communauté a entouré la famille de repas, de cartes, de soutien, mais il n'existe pas de gratin pour ce genre de chagrin. Ce qui s'est passé à Peak Bay n'était pas seulement tragique, c'était traumatisant. L'image de l'attaque, sa violence, sa finalité, est restée gravée dans l'esprit de tous ceux qui l'ont vu. Beaucoup des témoins étaient tous des locaux. Ce n'étaient pas des touristes qui pouvaient prendre l'avion pour rentrer chez eux et oublier. C'étaient des voisins, des pêcheurs, des plongeurs,
et des enfants qui vivaient désormais avec un cauchemar lié à leur propre arrière-cour. La ville a organisé un service commémoratif à l'église unie de Port Lincoln. Ce fut sobre, cercueil fermé, bien sûr. Il n'y avait rien à y mettre, juste des photos, des fleurs et du silence. Les bancs étaient remplis de personnes en deuil, amis, familles, inconnus, tous essayant de comprendre une perte trop cruelle pour être comprise. Certains locaux ont arrêté de nager complètement. D'autres ont refusé de prendre leur bateau sans armes à feu à bord. Quelques-uns ont exigé des filets anti-requins permanents, une mesure que le gouvernement hésitait à mettre en place sur une côte aussi vaste et isolée. Et à travers tout cela, la famille Durdin essayait simplement de survivre. Shirley avait été leur centre, leur refuge doux. Maintenant, son absence laissait Barry élever seul 4 enfants, hanté par ce qu'il avait vu et accablé par ce qu'il n'avait pas pu empêcher. Le public a fini par passer à autre chose. Les gros titres se sont estompés. Mais pour ceux qui étaient les plus proches de la douleur, la perte ne s'est jamais adoucie. La mer avait emporté Shirley Durdan sous les yeux de ceux qui l'aimaient le plus. Et tandis que le requin disparaissait dans le bleu, le traumatisme qu'il laissait derrière lui n'a jamais vraiment quitté le rivage. La mort de Shirley Durdan n'était pas seulement une tragédie, c'était une anomalie statistique. L'Australie est connue pour ses créatures sauvages et ses eaux dangereuses. Mais même ici, les attaques mortelles de requins sont rares, et les circonstances de la mort de Shirley la rendaient encore plus exceptionnelle. Dans toute l'histoire enregistrée de l'Australie méridionale, depuis les années 1800, il y a eu un peu plus de 2 douzaines d'attaques mortelles de requins confirmées. La plupart ont eu lieu en eau profonde, touchant des pêcheurs à la lance, des plongeurs ou des surfeurs loin au large. Les attaques en eau peu profonde, près du rivage, sont extrêmement rares. Les attaques où un humain est entièrement consommé, presque jamais entendues. Avant 1985, la dernière attaque mortelle de requins enregistrée en Australie méridionale remontait à 1975, lorsque le plongeur d'ormeau Terry Manuel a été tué près de Coffin Bay. Comme Shirley, il se trouvait dans la péninsule d'Eyre, en Australie méridionale, une zone de plus en plus connue pour sa proximité avec les habitats. Des grands, blancs. Mais contrairement à Shirley, il plongeait en pleine seau. Il avait une certaine conscience du risque. Shirley, en revanche, était dans une nage à hauteur de taille, assez proche pour entendre ses enfants, assez proche pour penser qu'elle était en sécurité. Il est aussi important de comprendre que, bien que les attaques de requins fassent souvent la une des journaux, elles sont, selon presque toutes les mesures, statistiquement rares. La base de données australienne des incidents de requins, gérée par la Taronga Conservation Society, montre que, dans une année typique, il y a entre 20 et 30 attaques de requins à l'échelle nationale. Parmi celles-ci, 1 ou 2 peuvent être fatales. La grande majorité des rencontres sont soit non mortelles, soit non agressives. Beaucoup sont considérés comme des incidents de coups et relâche, ou un requin mort puis lâche prise, souvent considérés comme des cas d'erreur d'identité. Les surfeurs et nageurs ressemblent parfaits à des phoques ou à des proies vues d'en bas, mais le cas de Shirley était différent. Il n'y avait pas d'erreur d'identité, pas de morsure d'avertissement. C'était un acte prédateur complet en 2 étapes. Le requin a frappé, infligé une blessure mortelle, est revenu en cercle et a consommé le reste de son corps. Les experts marins ont confirmé que ce comportement correspondait davantage à des schémas alimentaires typiques et non à de la curiosité ou de la confusion. Cette distinction entre accident et attaque est ce qui a rendu la mort de Shirley si choquante. Elle a brisé l'illusion
que la présence humaine près du rivage est à l'abri des risques de l'impasse de la nature. Elle a forcé les scientifiques, nageurs et décideurs à repenser des hypothèses de longue date sur le comportement des requins, les pratiques d'appâtage et la proximité. Et elle a rappelé au public que la nature ne reconnaît pas les frontières que nous créons dans nos esprits. Des décennies après sa mort, le nom de Shirley a continué d'apparaître dans des articles de recherche, des reportages spéciaux et des débats sur la conservation. Son histoire est devenue une étude de cas, non seulement sur la prédation, mais aussi sur la vulnérabilité. Pas parce qu'elle avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'elle avait tout fait correctement, et que cela n'a quand même pas suffi. Prêt à passer au chapitre 11. Réflexion, éthique, leçon. Apprise, ce prochain chapitre va y. La mort de Shirley Durden a soulevé des questions bien au-delà de l'horreur immédiate. Elle a forcé un pays, et le monde, à affronter une vérité inconfortable. La nature n'est ni juste, ni contrôlable. Et que même dans une eau peu profonde, même avec la famille à proximité, même en plein jour, rien n'est garanti. Mais cette tragédie a aussi suscité une réflexion plus profonde. Faut-il chasser des requins comme celui-ci après une attaque? Les humains doivent-ils partager l'océan avec de tels prédateurs puissants? Et si ce n'est pas le cas, qui appartient vraiment à cet endroit? Dans les jours qui ont suivi la mort de Shirley, des appels à la vengeance ont résonné dans les communautés d'Australie méridionale. Les pêcheurs ont fouillé les ésos. Des hameçons géants ont été appâtés. Des filets anti-requins ont été déployés. Et plusieurs requins ont été tués. Aucun n'a été confirmé comme étant le responsable. Mais ce n'était pas un animal hors norme. Ce n'était pas un tueur muté ni une bête des profondeurs. C'était un grand requin blanc, faisant ce que les grands blancs font depuis des millions d'années. Et c'est ce qui le rendait si terrifiant. Il n'y avait pas de mal à détruire, pas de méchant à punir, juste un prédateur naturel répondant à son environnement. La question devient donc, quel rôle avons-nous joué dans la création de cet environnement? À l'époque, il était courant que les bateaux de pêche jettent des entrailles de poissons dans la mer près des plages publiques. Les stations de nettoyage fonctionnaient sans réglementation. Les déchets dérivaient dans des zones où les familles nageaient et faisaient du snorkeling. Cette matière organique attirait les requins plus près du rivage, plus près des humains, que nous en soyons conscients ou non. Les experts pensent que Shirley a peut-être été une victime des circonstances. Un prédateur déjà en mode de chasse, suivant possiblement une piste olfactive, a rencontré une silhouette humaine se déplaçant lentement près du fond. Pas une chasse délibérée, mais une opportunité. Cette distinction est importante, parce que si la menace repose sur un malentendu et non sur la malveillance, alors la solution n'est pas la vengeance, c'est la prévention. Dans les années qui ont suivi l'attaque, les protocoles de sécurité publique ont commencé à changer. L'élimination des déchets de poissons est devenue plus strictement réglementée. La recherche sur le comportement des requins a reçu plus de financement. Des campagnes de sensibilisation ont appris aux nageurs à éviter les baignades à l'aube et au crépuscule, à rester en groupe et à éviter les zones de pêche. Mais malgré tout, l'océan reste l'océan. Ce n'est pas un environnement contrôlé. Il ne suit pas nos règles. Et des tragédies comme celle de Shirley nous rappellent que même avec une meilleure science, de meilleures politiques et une meilleure sensibilisation, la nature peut toujours s'imposer. Alors peut-être que la plus grande leçon n'est pas celle de la peur, mais de l'humilité. Que lorsque nous entrons dans la mer, nous sommes des invités, des visiteurs temporaires dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Et que chaque pas que nous faisons dans ces eaux, peu importe la proximité du rivage,
doit être fait avec respect, prudence et la compréhension que tout ce qui s'y trouve ne peut pas être maîtrisé. Pendant des années, le nom de Shirley Durden a été prononcé à voix basse à travers l'Australie méridionale. Pas seulement à cause de la manière dont elle est morte, mais parce que son histoire est devenue un tournant. Un moment avant et après. Avant 1985, les attaques de requins étaient largement considérées comme des accidents isolés, imprévisibles et inévitables. Mais la mort de Shirley, vue par plusieurs témoins, couverte mondialement et marquée par une perte corporelle totale, était trop violente pour être ignorée, trop publique pour être rejetée. Ce n'était pas juste une tragédie, c'était un réveil. Son histoire a commencé à apparaître dans les briefings de sécurité, les articles de recherche sur les requins et les manuels de plongée. Les biologistes marins citaient son cas pour expliquer le comportement prédateur des grands requins blancs. La police et les services d'urgence à travers l'Australie ont mis à jour leur protocole d'intervention côtière, réalisant à quel point une attaque pouvait être rapide et totale. À Whyalla et Port Lincoln, les changements sont venus lentement mais sûrement. Certains conseils municipaux locaux ont établi une signalisation plus claire, avertissant des zones à risque de requins. D'autres ont restreint l'élimination des déchets de poissons près des plages populaires, reconnaissant que les habitudes humaines avaient attiré les requins dangereusement près des nageurs. Les plongeurs d'ormeaux ont commencé à enregistrer plus régulièrement les observations de requins et les pêcheurs de loisirs sont devenus plus prudents lorsqu'ils nettoyaient leurs prises près du rivage. Mais peut-être que l'héritage le plus durable de Shirley n'était pas une politique, c'était la prise de conscience. Son histoire est restée gravée dans l'esprit des familles, des nageurs et des marins à travers l'Australie. Elle n'était pas une personne à prendre des risques. Elle n'a pas provoqué l'animal. Elle ne s'est pas aventurée imprudemment en eau profonde. Elle faisait simplement du snorkeling dans les eaux peu profondes, par une journée ensoleillée, avec sa famille à proximité. Cette vérité brutale a fait changer les mentalités, non pas par paranoïa, mais par respect. Les idées que « cela ne m'arrivera pas » ne semblaient plus sûres à supposer. Avec le temps, la mort de Shirley a aussi contribué à un changement plus large dans la manière dont le public comprenait les requins. Elle a aidé à déplacer la conversation de la vengeance vers la coexistence. Les campagnes environnementales, particulièrement à partir de la fin des années 80, ont commencé à remettre en question le récit du poiquin, requin monstre. Les scientifiques ont souligné que les grands blancs n'étaient pas des tueurs sans esprit, mais des éléments cruciaux de l'écosystème marin. Le débat sur les filets anti-requins est devenu plus sérieux, non seulement sur leur efficacité, mais aussi sur leur impact sur les autres formes de vie marine. Le nom de Shirley réapparaissait souvent dans ces conversations, non pas comme un avertissement, mais comme un rappel de ce qui est en jeu lorsque nous ignorons comment nos actions résonnent dans les espaces sauvages, de ce qui peut arriver lorsque le respect de la nature cède à la routine. Elle est devenue involontairement un symbole, non pas de peur, mais de conséquences, et son histoire continue d'être racontée, non pas pour semer la panique, mais pour s'assurer que ceux qui entrent dans la mer le fassent les yeux ouverts, l'esprit informé et le cœur respectueux d'un monde qui ne se plie pas aux attentes humaines. L'histoire de Shirley Durden ne concerne pas seulement ce qui s'est passé dans l'eau. Il s'agit de la façon dont une journée ordinaire, une routine calme et familière, peut être brisée en quelques secondes. Il s'agit d'une famille à jamais changée, d'un mari hanté, de 4 enfants contraints de grandir avec un souvenir que personne ne devrait porter.
Mais il s'agit aussi de ce que nous apprenons, de ce que nous changeons, de ce dont nous nous souvenons. Ce ne sont pas des histoires que nous racontons pour choquer. Ce sont des histoires que nous racontons pour honorer les personnes derrière les gros titres, pour comprendre la puissance de la nature et les limites du contrôle, et pour nous rappeler que même dans les endroits où nous nous sentons le plus en sécurité, le respect de la nature sauvage ne doit jamais s'effacer. Si l'histoire de Shirley vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, nous vous demandons de nous aider à continuer à raconter des histoires vraies qui comptent. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait la voir. Laissez un commentaire, pas seulement pour parler des requins, mais pour parler de la vie, de la perte et des choix que nous faisons face à la nature, parce que l'océan n'oublie pas, et nous non plus.